Enfin, la représentation de Chantilly eut lieu. Ce fut le 1er juin. C'était un bizarre assemblage qui s'assemblait en plein champ. Elle eut peu de succès parce qu'elle fut mal annoncée. La manquait à l'empereur. L'imagination du peuple n'était pas préparée. L'influence des patriotes n'avait pas eu le temps de s'exercer. Ou plutôt, on ne savait pas encore où les trouver. Ceux qui avaient commencé la révolution étaient merveilleux, retirés des affaires, et un petit nombre, ceux de 1093, étaient repris. Les impériaux bonapartistes étaient peu estimés, du jeu ils avaient reçu et souvent abusé. Il y avait des vraiment respectables qui les militaires, mais tout mécontents, tout humiliés. Cependant, savaient encore s'exprimer avec dignité sur la patrie et la liberté, mais ils n'étaient plus au milieu du peuple. Déjà, ils avaient rejoint les drapeaux. Les masses des électeurs et beaucoup des députés apportaient un bon esprit. Mais les Français, qui ont l'esprit si vif, ne savent jamais entrer dans la réalité des choses qu'après avoir jeté leur première feu, possédés par une première impression. Ce n'est qu'après beaucoup d'extravagance qui rentrent dans le sentier du bon sens. Il faut d'abord marcher, n'importe pas quel chemin. Oh, la route qu'on avait prise était mauvaise. On y vit d'abord dans l'empereur qu'il est despote. On oublia l'ennemi et croire qu'on aille peut faire. On n'a jamais voulu sentir qu'il fallait battre l'ennemi avant tout. Je ne peux jamais faire entendre cela à des gens d'ailleurs, pleins de mérite et d'une longue expérience. Nous ne voulons plus de sénatus consultes, nous ne voulons plus de corps législatifs, oui. Plus d'arbitraire, plus de maître, enfin. Il nous faut un modérateur. Et rien de plus. Nous sommes assez nombreux pour battre l'ennemi. S'il nous attaque, s'il triomphe, chaque département deviendra. Où nous vendez, la France ne sera jamais entre l'esclavage et la guerre civile. Les imprudents, ne voyant pas contenant de tels discours, ils arrêteront l'élan du peuple, qu'on avait mieux espéré en attendant un avenir douteux que de se jeter dans les fatigues et les dangers d'une lutte qu'on croyait éloignée et incertaine, malgré l'évidence de l'approche de l'ennemi. La cérémonie du champ de main fut belle cependant, mais ce n'était pas là toute la France, et encore les sentiments ne feront sincères en faveur de l'empereur qui est dans la foule. La magistrature était ennemie, tous ces juges s'accomptaient mieux de Louis XVIII qui de l'empereur leur prétention de succéder au Parlement dont ils portaient les appuis, flatter leur vanité sous un prince faible. Oh my goodness, ils avaient une véritable autorité et le penchant des Bourbons pour l'élever à institution leur donnait un pouvoir qui, espérant bien augmenter, sous l'empereur, au contraire, il fallait obéir. Tous les chefs et les employés de l'administration publique étaient dans une fausse position. Ils avaient tout à craindre et rien à espérer. Car nous voyons bien que nous recommencions une nouvelle ère de révolution où tout allait être remis en question. Enfin, l'impression de toutes les horreurs de la première invasion était loin d'être effacée. Et l'imagination, encore troublée, on redoutait une seconde les discours prononcés à l'empereur par M. Dubois d'Angers. Était plein d'énergie. Il continuait le résumé de tous les vœux et il exprimait nettement la volonté nationale. Mais le pouvoir, qui n'avait plus rien, pouvait-il tout donner? La réponse de l'empereur, qui n'en était pas une à ses discours, fut sincère surtout. Il promettait beaucoup. Mais il fallait bien cependant qu'il fît sentir ce qu'il désirait comme pouvoir exécutif. Cela n'est plus
Mon aperçut promptement en causant avec quelques députés que l'avion étendu. Après la messe à laquelle tout le monde tourna les dos, l'empereur descendit et alla se placer sur un amphithéâtre au milieu des champs de marbre, puis distribuait les aigles à toutes les couronnes des départements. Ce moment fut magnifique, car il fut national. La situation, d'ailleurs, était vraie. L'empereur eut soin de dire un mot à chacun de ceux qui recevaient ces drapeaux. Et ce mot était flatteur et plein d'enthousiasme. Au département de Vosges, vous êtes mes anciens compagnons. À ceux de Rennes, vous avez été le premier et le plus gracieux et le plus malheureux dans nos désastres. Au département du Rhône, j'ai été élevé au milieu de vous et d'autres. Vos phalanges étaient à Rivoli, à Arcole, à Marengo, à Tilsit, à Austerlitz, aux pyramides. Ces noms magiques pénétreront d'une émotion profonde cette foule de vieux guerriers, des plus vénérables des temps des victoires. Mais la France entière n'assistait point à cette auguste cérémonie, et l'enthousiasme des spectateurs ne gagnait point les peuples dans les départements. Petit jour après l'empereur parti, j'ai quitté à minuit. Il souffrait beaucoup de la poitrine. Cependant, quand il monta en voiture, il manifestait une gaieté qui semblait annoncer la conscience de ses succès. Tous les détails de cette campagne sont connus. Mon intention n'est pas de les retracer ici, mais je vis avec douleur beaucoup trop d'indignes Français faire des vœux pour sa défaite. L'Assemblée des représentants ne prit pas l'attitude de ne pas le langage qui son influence sur les esprits rendait nécessaire des vieilles haines, d'anciennes opinions, l'espérance du retour des Bourbons et des inquiétudes très vives chez beaucoup d'autres sur la conduite qui tiendrait l'empereur à son retour s'il était victorieux. J'étais en du désordre dans les travaux de cette assemblée. On leur avait dit qu'il fallait avant tout sauver la patrie. Ils répondirent, sauvons la liberté, comme si son salut ne dépendait pas avant tout de la franchise au monde du territoire. Enfin, j'appris la triste nouvelle de la bataille de Waterloo. Et le lendemain matin, l'empereur arriva. Je courus à l'Élysée pour l'y voir. Il me fit entrer dans son cabinet. Et sitôt qu'il m'aperçut, il vint à moi avec un rire épileptique, effrayant. « Ah mon Dieu !» dit-il en levant les yeux au ciel. Et il fit 2 ou 3 tours de chambre. Ce mouvement fut très court. Il reprit son sang-froid et me demanda ce qui se passait à la Chambre des députés. Je ne dus pas lui cacher que l'exaspération était au comble et que la majorité me paraissait décidée à exiger son indication ou à la prononcer s'il ne l'envoyait pas. « Comment ?» me dit-il. « Et si l'on ne prend pas des mesures, l'ennemi est aux portes avant 8 jours. » Et là, ajoutait-il, je les ai accoutumés à de si grandes victoires. Ils ne savent pas supporter une chute de malheur. Qui va devenir cette pauvre France? J'ai fait ce que j'ai pu pour elle. Et il poussa un profond soupir. Dans ce moment, on demanda à lui parler et je me retirai en recevant l'ordre de revenir plus tard. Ma journée fut employée à interroger les gens de ma connaissance et mes amis. Je ne trouvais parmi tout que les plus profonds bâtiments où les extravagantes joies combinées déguisées par des feintes terreur et par une pitié pour moi, que je repoussais avec la plus grande indignation. Il n'y avait rien à attendre de la Chambre des représentants. Elle voulait la liberté, disions-ils, tout, mais entre 2 ennemis qui alliaient la briser, ils préféraient les étrangers amis des Bourbons à Napoléon, qui pouvait encore prolonger la lutte, parce qu'ils avaient la raison de mépriser cela et de craindre encore celui-ci. D'ailleurs, chacun goûtait le conseil de ses ressentiments et de son égoïsme.
Les uns espérant échapper au milieu de tumulte et par leur obscurité. Les autres croyant pouvoir tirer parti des circonstances. La majorité, enfin, se fiant vraiment aux paroles des étrangers, étaient encore persuadés que les Bourbons ne rentreraient pas dans Paris ou que, du moins, les rois, bien convaincus de sa faiblesse et de son incapacité pour gouverner, recevraient une freine et des entraves et qui ne lui permettraient ni de se livrer à la vengeance, ni de s'écarter de la Constitution. Les partisans de cette dernière opinion étaient aussi des fouchés, qui leur avaient fait entendre qu'il n'y avait d'autre parti à prendre que de se soumettre, mais que lui seul serait bien de préserver et fonder la liberté. La Chambre des Pairs présentait un spectacle beaucoup plus triste, excepté l'intrépide Thibaudot, qui jusqu'au dernier moment s'expliqua avec une admirable énergie contre le règne des Bourbons. Presque tout le reste ne pensait qu'à se tirer d'affaire les moins mal possibles. Les uns ne cacheront pas le désir de repasser sous les jours payés d'avance par leur conservation dans la Chambre des Pairs, et les autres par le besoin de désarmer la vengeance. La majorité, cependant, voulait tomber avec dignité, mais il n'y avait pas une volonté ferme. Cette Chambre tentait la résolution de la Chambre des députés. Elle se retranchait derrière elle comme si ce bouclier eût pu la sauver. Je disais enfin à ceux d'entre eux qui voulaient m'écouter, nous n'avons pas de moyens de salut. Il faut prendre votre parti. L'autre chambre est nommée par le peuple, avec les formes consacrées par la Constitution. Nous ne sommes, nous autres, que les amis de l'usurpateur. Nous n'avons point été forcés d'accepter. Chacun de nous, en entrant ici, reçu en même temps son arrêt des prescriptions des Bourbons. C'est nous qui sommes les factieux. Nous ne devons plus penser que signaler nos derniers moments par une noble énergie et à tomber avec grâce. J'ai parlé à des hommes trop âgés, pu se détacher des douceurs de la vie, et qui n'avions plus dans le cœur que le besoin de la conserver et le froid de l'adversité. Je dois en accepter quelques-uns et le vœu pieusier avant tout ce qui a soutenu tout à fait l'opinion que je m'étais faite, lui. Il manquait d'habitude et peut-être de courage pour parler à la tribune, mais je n'ai jamais entendu exprimer avec une énergie plus profonde la haine de la servitude et des idées plus fortes et plus généreuses sur la nécessité de la combattre avec énergie.